Aujourd'hui, je vous raconte la vie romanesque, extravagante, shocking de Elsa Schiaparelli, qui fait partie de tout ce mouvement de femmes créatrices qui ont émergé dans la première partie du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont profondément révolutionné la mode féminine. Elsa Schiaparelli en faisait partie, Coco Chanel en faisait évidemment partie aussi. La légende les décrit comme de grandes rivales, et effectivement, elles ne s'appréciaient pas du tout. Coco Chanel appelait Elsa Schiaparelli avec mépris l'italienne qui fait des robes, et effectivement tout ou presque les opposait. Là où Chanel tendait vers l'épure, Schiaparelli tendait vers l'excentricité. Quand Chanel arrivait à un bal dans un de ses complets, dans un de ses tailleurs magnifiques et épurés, Elsa Schiaparelli arrivait déguisée en arbre. Là où Chanel choisissait des couleurs neutres, Schiaparelli, elle, a choisi comme marque de fabrique un rose qu'elle a appelé Shocking, le Shocking Pink. Et pour tourner cette vidéo, j'ai la chance d'être dans les réserves du Palais Galliera, où sont conservés les trésors du musée trop fragile pour être exposés plus de quelques semaines de suite. Et je suis ravie de pouvoir vous montrer quelques images de ce lieu magique, et notamment cette pièce d'Elsa Schiaparelli, la cape du soir, Phébus. Elsa Schiaparelli n'était pas destinée à devenir créatrice de mode. En fait, elle n'était pas destinée à travailler du tout. Elle est née en 1890 dans une famille aristocratique de Rome, dans un très beau palais, le Palazzo Corsini à Rome. Sa famille était une famille aristocratique, une famille de grands intellectuels aussi. Son père était le doyen de l'université de Rome. L'un de ses oncles était un célèbre égyptologue. Un autre de ses oncles était astronome, et elle était particulièrement proche de cet oncle qui lui a transmis sa passion pour le cosmos. Elle-même a étudié la philosophie, et elle était promise par ses parents à un riche russe qui ne lui plaisait pas du tout, et elle a tout fait pour échapper à ce destin. Dès l'enfance, elle était extravagante, difficile selon ses propres mots. Elle souffrait en fait de l'éducation extrêmement conservatrice de ses parents, extrêmement stricte, extrêmement conservatrice, mais surtout de la préférence très claire de sa mère pour sa grande sœur. La mère d'Elsa Schiaparelli lui répétait constamment qu'elle était laide, et la petite fille cherchait par tous les moyens à se démarquer, à se rendre remarquable. Elle a donc, quand elle était enfant, décidé à un moment de se faire pousser des fleurs sur le visage. Elle s'est donc plantée des graines très profondes dans les oreilles, dans le nez et dans la bouche, ce qui s'est évidemment pas très bien terminé, mais qui donne un aperçu de la fantaisie de cette jeune fille. Et c'est une anecdote qui pourrait être interprétée comme un avant-goût du penchant surréaliste qu'elle va exploiter plus tard dans sa carrière. En tout cas, c'est une anecdote qui fait écho à ce qu'elle disait en fin de carrière, puisque Elsa Schiaparelli disait que l'élégance n'a rien à voir avec la beauté, préférait les femmes laides, ou en tout cas pas dotées d'une beauté facile, puisqu'elles doivent faire des efforts, vraiment travailler pour se créer une allure, tandis que les femmes belles n'ont aucun effort à faire, et donc souvent ne développent pas de sens du style. Elle s'est construite en fait en opposition à ses parents, et puis finalement, pour fuir le mariage auquel elle était promise, elle s'est enfuie seule à Londres. Elle a eu une première vie entre ses 23 ans et ses 37 ans quand elle a commencé sa carrière seulement, donc 37 ans. Une vie plutôt rocambolesque puisqu'elle rencontre un homme à Londres, un homme qu'elle va épouser dès le lendemain de leur rencontre. Et cet homme se présentait comme un professeur de théosophie, qui était un mouvement spirituel qui était très en vogue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il se présentait donc comme un professeur de théosophie, un conférencier, comme un détective, comme un médium, comme un docteur, et de multiples choses encore. En fait, c'était apparemment surtout un charlatan extrêmement charismatique. Et Elsa Schiaparelli l'a soutenue pendant des années, a été son assistante, a fait la promotion de son travail. Elle l'a suivi quand il a dû quitter l'Angleterre parce qu'il était poursuivi par la police. Donc elle l'a suivi jusqu'à New York. Puis à New York, le FBI s'est intéressé d'un peu trop près aux activités de son mari, donc elle a suivi cet homme jusqu'à Boston. Et finalement, cet homme a abandonné sa femme juste après qu'elle ait accouché de leur fille, Gogo. Elsa Schiaparelli s'est donc retrouvée mère célibataire dans un pays étranger en 1920, et en fait sa fille a grandi, Gogo a grandi avec une mère qui lui disait que son père était mort, et d'ailleurs son père a été retrouvé mort 8 ans plus tard, 8 ans après qu'il a abandonné femme et enfant au Mexique dans des circonstances très mystérieuses. Mais pour Elsa Schiaparelli, il était mort à partir du moment où il l'a abandonné, et en fait elle était donc seule avec Gogo, qui était une enfant qui avait de gros problèmes de santé. Elle a contracté la polio quand elle avait 18 mois, et Elsa Schiaparelli
Schiaparelli était incapable de s'en occuper. Elle l'a donc confié pour la majeure partie de son enfance à une nourrice. Elle va finir par rentrer en Europe en 1922. Elle rentre en Europe en fait pour suivre son amie, sa grande amie Gabrielle Buffet-Picabia. Et cette femme fascinante est le lien entre la première vie d'Elsa Schiaparelli et la suivante. Elsa Schiaparelli et Gabrielle Buffet-Picabia se sont rencontrées sur le bateau qui les menait toutes les deux à New York. Elles se sont immédiatement liées d'amitié. Et Gabrielle Buffet-Picabia avait un rôle central dans le mouvement Dada. Et quand elles sont rentrées ensuite en France, elles étaient au centre de l'avant-garde parisienne. C'est aussi grâce à Gabrielle Buffet-Picabia que Elsa Schiaparelli va venir à la mode, va commencer à créer des vêtements, puisqu'en fait, Gabrielle Buffet-Picabia avait proposé à Schiaparelli qu'elle crée toutes les deux une entreprise qui exporterait la haute couture aux États-Unis. Donc c'est une initiative qui a fait long feu, mais c'est dans ce cadre qu'elles ont toutes les deux rencontré Paul Poiret, qui était à l'époque voire le plus grand couturier vivant à Paris. Et Paul Poiret a eu un véritable coup de foudre pour Elsa Schiaparelli, au point qu'il l'a habillée gratuitement pendant quelques années et qu'il l'a fortement encouragée à créer elle-même et qu'il l'a soutenue ensuite inconditionnellement. Schiaparelli s'exécute, elle n'a aucune formation, mais elle a un œil et elle fourmille d'idées. En fait, elle va trouver un groupe de femmes arméniennes en 1927 et de femmes arméniennes qui maîtrisent parfaitement la technique du tricot, et elle va faire à ces femmes une série de sweaters qu'elle a designés, des sweaters qui vont avoir un succès phénoménal, qui sont en fait recouverts de motifs trompe-l'œil et qui vont, dès leur sortie, être publiés dans Vogue. En quelques années, elle développe sa maison à un rythme effréné. Schiaparelli est d'abord une maison pour le sport. Elle développe des vêtements pratiques, confortables, notamment une jupe divisée qui est en fait une jupe culotte qui va être portée notamment par la tenniswoman Lily de Alvarez, mais aussi par Schiaparelli elle-même qui se met beaucoup en scène dans ses vêtements. Et c'est un vêtement, une pièce qui va outrer la presse, qui va dénoncer le lesbianisme de ces jupes culottes et l'outrage de ces femmes qui osent se présenter en public habillées en homme. Schiaparelli devient ensuite une maison pour le sport et pour la ville, et elle va notamment inventer, elle préférait dire qu'elle inventait des vêtements plutôt qu'elle concevait des vêtements, donc elle va inventer la robe portefeuille, qui est une robe qui flatte toutes les silhouettes, et elle va constamment innover, constamment chercher de nouveaux matériaux, des matériaux à la fois plus résistants, plus pratiques, plus confortables, mais aussi plus beaux. Elle développe notamment de magnifiques plissés. Elle intègre à ses vêtements du plastique, des élastiques, des glissières apparentes. Elle crée des vêtements qui sont destinés à donner de l'assurance aux femmes, qui sont toujours confortables, pratiques, mais qui sont aussi toujours très impressionnants. Elle développe notamment un costume aux épaules renforcées qui est l'ancêtre du Power Suit d'Yves Saint Laurent. Et outre Yves Saint Laurent, elle va en fait influencer des générations et des générations de créateurs. Son imprimé papier journal rappellera par exemple des souvenirs à ceux qui ont grandi comme moi à l'époque de Sex and the City et l'époque où John Galliano était à la tête de Dior. Elle innove dans tous les domaines, dans le design mais aussi dans le business. C'est une businesswoman avisée. Elle est notamment l'une des toutes premières à ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Sa marque va vraiment connaître un succès phénoménal, fulgurant, puisque elle lance donc depuis son appartement sa première collection de sweaters en 1927 et dès la fin de l'année, elle a déjà installé ses salons aux 4 rue de la Paix et 4 ans plus tard, en fait, elle a 400 employés. Toutes les stars portent du Elsa Schiaparelli, depuis Arletty en France jusqu'à Mae West, Lorraine Bacall, Marlène Dietrich, Katharine Hepburn aux États-Unis et même Wallis Simpson en Angleterre. En 1934, elle est la première créatrice de mode à faire la couverture du Times et en 1935, elle s'installe dans ces salons mythiques et immenses, Place Vendôme. Mais ce pourquoi on se souvient d'Elsa Schiaparelli, c'est surtout pour la folle créativité de sa ligne haute couture. Elle crée des vêtements toujours parfaitement construits mais toujours shocking. Elle est la première à lancer des collections à thème, ce que de nombreux créateurs à la suite, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen et tant d'autres ont continué à faire. Parmi les plus théâtrales et spectaculaires de ces collections à thème, il y a notamment la collection Cirque à l'été 1938 avec des boutons acrobates et imprimés haute voltige, la collection Commedia dell'arte au printemps 1939, la collection Cosmique, et le Palais Galliera conserve une pièce
sublime de cette collection cosmique, la cape Phébus, une pièce iconique à plus d'un titre, d'abord parce qu'elle est réalisée dans ce rose shocking si caractéristique de Schiaparelli, ensuite parce qu'elle montre le sens de la construction du vêtement de Schiaparelli, les lignes parfaitement dessinées dont l'épure n'empêche pas le caractère spectaculaire, la broderie au dos évoque son amour pour le cosmos et le pouvoir des planètes, sa fascination pour le soleil, son amour pour l'exubérance de la cour de Louis XIV, et cette broderie est réalisée par la mythique maison Le Sage, d'après un dessin du flamboyant artiste Christian Bérard, surnommé Bébé. Elsa Schiaparelli travaillait de façon récurrente avec des artistes, encore une innovation dans le monde de la mode qui perdure encore aujourd'hui. Donc elle disait que travailler avec des artistes, c'était une échappatoire à cette réalité vulgaire et ennuyeuse qui veut qu'une robe soit créée pour être vendue. Donc Christian Bérard est l'un des artistes avec lesquels elle a le plus collaboré, mais elle a aussi travaillé avec Elsa Triolet, avec Meret Oppenheim, avec Jean Cocteau, mais la collaboration qui a le plus marqué le monde de la mode et qui a créé la légende Schiaparelli, c'est la collaboration Dali-Schiaparelli. Salvador Dali a habillé ses peintures en Schiaparelli. Schiaparelli a traduit ses peintures en vêtements. On a une robe homard, une robe déchirure qui évoque des blessures. Et le Palais Galliera conserve peut-être la co-création la plus légendaire, le chapeau chaussure qui évoque un escarpin posé sur la tête de celle qui le porte. Cette folle créativité va malheureusement être brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Elsa Schiaparelli, en tant qu'italienne en France, est obligée de quitter Paris dès 1940. Elle s'exile à New York et elle rentre en France immédiatement après la libération. Elle reprend les rênes de sa maison. Mais en fait, après-guerre, les folles excentricités, la créativité incroyable de l'avant-guerre, de la mode d'avant-guerre n'est plus d'actualité. Le monde de la mode est balayé par une nouvelle génération menée par Christian Dior. Et Elsa Schiaparelli va lentement décliner. Elle continue à travailler pendant encore 10 ans. Elle va notamment former Givenchy, qui la quittera avec fracas au début des années 50. Elle sera très proche de plusieurs créateurs de cette nouvelle génération, notamment Yves Saint Laurent, qui a reconnu de nombreuses fois l'influence qu'elle a eue sur lui et qui a habillé Schiaparelli jusqu'à la fin de sa vie. Et finalement, en 1954, à 64 ans, Schiaparelli part à la retraite, elle ferme sa maison, mais elle vivra quand même 20 ans de retraite extrêmement confortable grâce, encore une fois, à son sens du business, puisqu'elle avait développé une ligne de parfums qui avait encore énormément de succès et dont les bouteilles étaient dessinées par une autre italienne fantasque, la surréaliste Léonore Fini. Et ces bouteilles vous donnent encore une fois une idée de l'influence que Schiaparelli a encore sur de nombreuses maisons de couture aujourd'hui. J'espère que le portrait de cette grande créatrice, peut-être un peu injustement oubliée aujourd'hui, vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître le destin incroyable de cette femme. C'était le dernier épisode avant l'été d'Exceptionnel, mais on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux portraits d'artistes femmes dont les œuvres sont collectionnées par les musées de la ville de Paris.